Avant que je commence, si vous tapez réserve sur Google, ça va vous amener sur le site qui s'appelle ROC, Réserviste Opérationnel Connecté. C'est ça que vous allez voir. Vous voyez, j'ai un compte, j'ai pas un compte, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors je vous propose une intervention en 4 points majeurs. Les éléments de compréhension de la réserve. Je pense que c'est important qu'on parte sur des bases solides, consolidées, et qu'on parle tous le même langage. C'est quoi? C'est quoi la réserve? Vous avez dû entendre parler du plan de doublement de la réserve. Ou vous avez dû entendre parler d'un réserviste pour 2 actifs. À terminaison. Plan du ministre et du président. Alors je vais essayer un peu de vous expliquer ce que ça veut dire derrière et les termes qui peuvent être. La garde nationale. On a en France une garde nationale. Si vous avez vu des films américains, ils envoient la garde nationale, etc. Je vais vous expliquer ce qu'est la garde nationale à la française. C'est pas la même. Elle n'est pas comme dans les films. Elle n'est pas comme chez les Américains. Ok? Je ferai un petit focus sur la réserve dans l'armée de l'air. Vous expliquer un petit peu qui, quoi, comment. Et donc, puisque je parlais de doublement de la réserve et un réserviste pour 2 actifs à terminaison, donc quel est notre plan et pourquoi faire? Des réservistes dans l'armée de l'air, pourquoi faire? Puis après, je parlerai un petit peu d'avantages, les avantages de la réserve. Alors, du côté du réserviste, qu'est-ce que ça peut permettre? Et du côté de l'entreprise, qu'est-ce que certaines conventions réalisées avec la garde nationale peuvent permettre à l'entreprise d'avoir? Et puis, quel avantage pour l'entreprise d'avoir des réservistes en son sein? Ok? Ça vous va comme parcours? N'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez pas à me poser des questions. Il y a 3 solutions sur les questions. Je sais répondre, je réponds. Je ne sais pas répondre et je reviendrai pour que vous ayez la réponse. Et je ne veux pas répondre et je vous dirai je ne vous réponds pas. C'est clair comme ça? Et puis il y a aussi, je vous dirai, la question, la réponse arrive dans les diapositives. C'est quoi la réserve? Alors vous connaissez, et pour venir dans les embouteillages, la réserve de la voiture. Hein, celle qui fait bip, etc. Mais vous voyez que la réserve, il y a plein de définitions. Il y a plein de définitions. Et puis il y en a certaines que je vous ai entourées parce qu'elles peuvent se rapprocher de ce qui nous correspond. Alors, c'est ce qu'on conserve pour un emploi futur. C'est pas mal. C'est pas mal, ça rejoint. Fourniture ou stock tenu en réserve pour une utilisation future en cas d'urgence. Ah, en cas d'urgence. Ça, vous voyez, c'est des termes qui commencent à venir. Corps de troupes à l'arrière d'une armée dressée pour la bataille. Là, on arrive dans le vif du sujet, la réserve militaire. Et puis, forces armées qui ne sont pas en service actif, mais qui peuvent être appelées en cas d'urgence. Et bien, c'est ça. Si on doit retenir qu'une seule définition, c'est ça la réserve. Maintenant, c'est de voir comment elle s'articule et comment elle peut venir et être ce renfort. Et ce renfort, il est en cas d'urgence, mais je vais vous montrer que ce renfort, il est quasiment quotidien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la réserve militaire? Vous aurez la présentation, je vous la laisserai. Mais c'est de regarder avec vous les mots qui sont majeurs. C'est donc un renfort, on l'a dit précédemment, c'est donc un renfort de capacité des forces armées. Un doublement des réserves, un réserviste pour des actifs. Pour remplir des missions au quotidien. Vous voyez, il n'y a pas que le cas d'urgence, il y a aussi au quotidien. Aujourd'hui, les missions des armées, particulièrement de l'armée de l'air, elles sont assurées parce qu'il y a des réservistes qui viennent les renforcer au quotidien. Il peut y avoir de tout. Et on y reviendra, protection du territoire national, travail en état-major, opération extérieure. On a aujourd'hui des réservistes qui sont projetés. Qui sont projetés sur les bases aériennes hors de métropole. Le but, c'est aussi entretenir l'esprit de défense, créer ce lien, le lien armée-nation, avec beaucoup de réservistes qui, au travers de, je vous disais, de l'action jeunesse, au travers de l'action de rayonnement, peuvent participer, on y reviendra. Ce qui est important, c'est que cette réserve, elle est constituée de citoyens français, de tous sexes, donc il y a de la place pour tout le monde, et je vous le dirai. Et le but, c'est qu'il y en ait beaucoup issus du monde civil, et je reviendrai sur ce issu du monde civil, parce que je vais vous montrer qu'il y a plusieurs réserves, notamment celle des anciens militaires. Ok ? Mais il n'y a pas que celle-là, et il ne doit pas y avoir que celle-là. Et donc pour effectuer, comme c'est indiqué, des missions ponctuelles ou de longue durée, quand on envoie quelqu'un en opération, c'est plutôt de longue durée. Quand on a certains réservistes qui viennent faire une mission sentinelle,
qu'on y a eu au travers des JOP, parce que beaucoup de réservistes ont été appelés à nous renforcer pendant les JOP. Ça peut être une mission un petit peu longue, 15 jours, 3 semaines d'affilée, ou ça peut être à la journée. Le colonel Lagarde, il a des réservistes qui viennent une journée par semaine ou une journée par mois, et je vais vous montrer que c'est très large comme possibilité. Forcément, en fonction des besoins. C'est là où on va caler, en fonction des besoins et en fonction des disponibilités. À ma différence, moi qui suis un militaire d'active, et dont c'est mon métier au quotidien, le réserviste, c'est ponctuellement qu'il va venir, alors qu'il a une autre activité. Il a une double vie. Le réserviste, il a une double vie. Pour devenir réserviste, on peut et on doit n'avoir aucune expérience militaire. C'est-à-dire, je peux être réserviste même si j'ai jamais porté un treillis, bien au contraire. Si on est issu de la société civile et qu'on n'est pas un ancien militaire, on a tout à découvrir. Et c'est l'intérêt. Ce qui est important, c'est que l'activité du réserviste, elle est rémunérée à la journée, au quantième, et elle n'est pas imposable. J'anticipe déjà un peu sur les avantages, mais il est rémunéré et elle n'est pas imposable. C'est pas anodin. Je vous ai mis Thomas Pesquet parce que vous avez dû entendre, vous avez dû voir dans les informations il n'y a pas si longtemps qu'il nous a rejoint au sein de la réserve opérationnelle. Mais je vais revenir après sur ces termes. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais en avançant. Alors, il faut avoir 17 ans minimum. Ça va, je pense. Minimum, ça va là. Moi j'ai 16 ans, ça passe. Avoir une bonne condition physique, on en reparlera au travers des échanges, parce que bonne condition physique, Ça veut dire quoi? ça veut tout et rien dire. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer nos méthodes, pas d'évaluation de la condition physique, mais des classements en fonction des postes et des emplois à tenir, le minimum exigé. Globalement, pour faire de la réserve, j'anticipe un peu, mais pour répondre à votre question, il n'y a pas besoin que des Rambo ou que des gens qui vont faire de la réserve sur des postes très engagés. Il peut y avoir, et j'y viendrai, des postes un peu plus, tertiaires. Et donc une aptitude, pas forcément nécessaire, d'être complète. Exactement. Normalement, suivre une formation initiale, je reviendrai aussi parce que ce n'est pas une obligation selon les types de recrutement, mais l'idée pour les plus jeunes d'entre vous, il y en a, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les réservistes peuvent et doivent être de tout horizon professionnel. C'est bien l'intérêt de cette mixité, de ce mélange, et de pouvoir apporter des compétences aux forces armées, de par les qualifications déjà détenues, mais pas obligatoirement. C'est pas parce que je bosse ou que j'ai telle compétence que dans les armées, je vais faire la même chose. Si j'ai envie de faire d'autres choses, il y a des possibilités de faire d'autres choses. Notamment quand on va aller sur des emplois plutôt militaires. J'allais dire plutôt militaires de base. Ok? C'est pour ça, mission variée, etc. Je vous ai mis une petite image de notre dépliant qui rappelle ce genre de choses. Être volontaire, de nationalité française, ça c'est important. Avoir au moins 18 ans, être en règle au regard des obligations du service national, c'est-à-dire avoir au moins fait la JAPD ou ce qui correspondait pour les plus vieux, c'était les 3 jours. Si vous avez été réformé au travers des 3 jours ou exempté, il va falloir faire réhabiliter en ce sens. Et jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire. On a pour habitude de dire dans les armées, que ce soit active ou réserve, il y a 2 choses importantes. Être apte médicalement et avoir aucun problème de casier judiciaire. Voilà. Alors, l'engagement se fait au travers d'un contrat qu'on appelle un ESR. Engagement à servir dans la réserve. Si vous entendez ce terme, c'est un ESR. Contrat renouvelable dont la durée s'étale de 1 à 5 ans. Ok ? Les activités, comme je vous disais tout à l'heure, elles vont se faire au travers du besoin des armées et de la disponibilité du réserviste. Ce qui veut dire qu'on a une plage de possibilités assez large, qui va de 2 jours par an, j'extrapole au maximum,
jusqu'au maximum du maximum, c'est 210. Parce que 210 jours, globalement, d'activité jour ouvrable, ça fait une année. Dans des conditions très très particulières. Aujourd'hui, on est plutôt dans une limite quand on signe un ASR et qu'on établit un plan, plutôt dans un maximum de 60 jours, mais qui peut être augmenté, abaissé, etc. Donc, c'est très souple. C'est très souple. Et c'est pas parce qu'on a marqué 30 jours en début d'année qu'on ne va pas faire 35 ou on ne va pas faire 20. Je veux dire, il n'y a pas de menottage. Okay. C'est un dialogue entre l'unité qui va employer le réserviste et le réserviste en fonction de sa disponibilité. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, c'est cette souplesse, bien évidemment. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le réserviste, il a une double vie, voire une triple. Une double vie professionnelle et une vie familiale. Donc il faut pouvoir caler tout ça. Alors, je vais commencer à employer les mots. Et avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'on soit fit sur les définitions. Alors, je vous ai parlé de réserve opérationnelle. Réserve opérationnelle, c'est celui qui va venir, je vais faire simple, porter un treillis. Ok ? C'est ceux dont on vient de parler, qui est volontaire, qui est venu, et qui est sous contrat ESR, engagement à servir dans la réserve. Il y a deux types. Il y a le réserviste, celui dont on a parlé, qui est rentré, qui a fait une formation militaire initiale, etc. Et qui va avoir une progression, qui est rentré plutôt bas de l'échelle et qui va progresser. Et il y a le réserviste spécialiste, c'est celui qui a des compétences particulières, des diplômes qui nous intéressent, et qu'on va recruter sans formation initiale, parce qu'on va l'intégrer en fonction de ses compétences et de son niveau, déjà avec un grade et sur des postes spécialiste cyber, spécialiste dans le renseignement, spécialiste des techniques, etc. Et qu'on va intégrer directement au niveau de compétences qu'il détient, parce qu'il va tenir un poste quasiment de manière automatique. D'accord ? Alors on va lui faire un petit vernis de militarité, histoire qu'il arrive dans un univers pas trop perdu, mais il ne va pas aller ramper, il ne va pas dormir sous la tente, il ne va pas tirer, etc. Parce qu'il n'a pas vocation, j'allais dire entre guillemets, à porter ce treillis. C'est-à-dire, il n'a pas vocation à avoir des postes très militaires. Il a des postes de compétences. Ok ? Ça, c'est ce qu'on appelle les réservistes de premier niveau. C'est ceux qui œuvrent. Il y a des réservistes dits de deuxième niveau. Ce sont les anciens militaires qui ont quitté l'institution et dans les 5 ans qui suivent la sortie de l'institution, ils sont soumis à disponibilité. Je reviendrai après, un peu plus tard, sur ce que ça implique. Mais ça veut dire que pendant 5 ans, ils peuvent être appelés. Je reviendrai dans les conditions dans lesquelles ils peuvent être appelés, mais ils sont soumis à disponibilité. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation de nous dire où ils habitent, etc., etc. Et ils sont rattachés à une entité qui peut les rappeler, en cas de besoin. Là, encore plus s'il y a une urgence, etc., etc. Enfin, dernière partie, on a des réservistes, ce qu'on appelle les réservistes citoyens. Comme je vous ai dit, eux, ils n'ont pas vocation à porter un uniforme. Ils sont sous contrat, ce qu'on appelle de collaborateurs bénévoles du service public, et ils sont plutôt employés par les différentes entités à but de rayonnement, à but de lien armée-nation. Voilà. Je vous ai mis, on a une particularité dans l'armée de l'air, c'est ce qui s'appelle le réseau ADER, c'est un réseau rattaché au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace avec des réservistes citoyens de très haut niveau. Thomas Pesquet a commencé comme réserviste citoyen du réseau ADER. Et aujourd'hui, il est chez nous en tant que réserviste opérationnel spécialiste. Il est rentré directement au grade de colonel. Patron de la station Mir, il n'y en a pas des milliers. Il est aussi pilote d'A300, donc il va un petit peu piloter chez nous les avions ravitailleurs et puis travailler au commandement de l'espace, parce que c'est quand même, en termes de compétences, quelque chose de rare. Et donc lui, ancien réserviste citoyen, vous voyez, devenu réserviste spécialiste, intégré et donc opérationnel, qui vient faire des jours de réserve rémunérés au grade qu'il détient. Est-ce que c'est clair? Question. Je reviens sur la réserve opérationnelle deuxième niveau. Oui.
Donc le militaire, on connaît, beaucoup sont convertis, c'est-à-dire Ouais. qu'ils sortent de l'armée, Ouais. ils travaillent. Ouais. Tu dis qu'ils peuvent être rappelés n'importe quand, quid de l'entreprise. Je réponds pas maintenant, là, je D'accord. réponds après. Ok, ça va. Parce que je savais que j'aurais des Censé questions. savoir comme la ça. réponse. Je Je vais sais que tu revenir. répondras sur ce coup-là. Je sais, bien sûr. Voilà. Écosystème, ça permet d'avoir deux échelons, hein, réserve opérationnelle, réserve citoyenne, et au travers de la réserve opérationnelle, c'est deuxième niveau, en fonction de où on se situe. La réserve de ce qu'on appelle de deuxième niveau étant que des anciens militaires, je reviendrai là-dessus. La LPM 24-2030, avec sortie en 2023, a fait des modifications importantes sur la réserve. Pour faire simple, elle a modifié, comme je marque, les limites d'âge. Aujourd'hui, on peut faire de la réserve, on peut venir faire de la réserve jusqu'à 72 ans. Alors, on a parlé d'aptitude médicale, ça va dépendre aussi, les 72 ans c'est le taquet, c'est le maximum, mais il faut pouvoir rejoindre la base pour faire de la réserve. Si on ne peut pas y aller, on ne fera pas de contrat de réserve. Ok? Voilà, l'âge maximal, en fonction de ça, on voit forcément suivant les postes, suivant les missions confiées, suivant ce que l'on fait, l'âge, j'allais dire, maximal, entre guillemets, d'aptitude, il est un peu plus light. Mais on peut aller jusqu'à 72 ans. C'est important de le savoir. Alors, ça a changé pour nous, parce que c'était, j'allais dire, réserve plutôt militaire des forces, c'était pas 72 ans, mais ça l'était déjà sur les services. Les médecins militaires faisaient de la réserve déjà jusqu'à 72 ans. Voilà. La modification de la LPM a mis une deuxième chose importante, comme je vous l'ai mis, c'est accroître la disponibilité et la réactivité des deux composantes de réserve. Donc la composante RO2, des anciens militaires astreints à l'obligation de disponibilité. On a renforcé la possibilité de les rappeler. J'y viendrai après. En passant, même maintenant, en passant de 5 à 10 le nombre de jours. La disponibilité des gens qui sont, je reviens, je vous l'explique plus simplement. Les réservistes qui sont dans votre entreprise, vous ne pouviez pas, ils pouvaient faire de la réserve à hauteur de 5 jours sans que l'employeur s'y oppose. C'est passé à 10. C'est pour lutter contre les réservistes clandestins. Je m'explique. Beaucoup de réservistes dans les entreprises, ayant peur d'être montrés du doigt, ayant peur d'être ostracisés, ne se déclaraient pas. Parce qu'ils avaient peur que dans l'entreprise, du fait de la réserve, sur de la promotion, sur etc., on les freine, etc. L'employeur peut dire à quelqu'un, sur ton temps de travail, tu ne fais pas de réserve. Aujourd'hui, il ne peut pas le refuser jusqu'à 10 jours. Au-delà de 10 jours, il peut dire non. Et l'intéressé fait de la réserve sur ses week-ends, sur ses jours de congé, sur ses récup, sur ses RTT, etc. Donc on est passé de 5 à 10. D'accord ? 10 jours non opposables. C'est-à-dire 10 jours dans l'année où l'employeur ne peut pas s'opposer à ce que le réserviste vienne faire des périodes de réserve. Ouais. Mais même s'il n'y a pas en soi de répercussions en dessous de 10 jours, est-ce que c'est répréhensible aussi, ça peut jouer sur d'autres leviers ou sur d'autres facteurs l'employeur peut jouer sur d'autres facteurs. C'est de la relation propre interne et humaine. Oui. On est d'accord. Un réserviste, je vous ai dit, imaginons il fait 30 jours. Aujourd'hui, grâce à la loi, il peut en faire 10 sur son temps de travail et 20 sur son temps de congé. On va l'appeler personnel. RTT, week-end, etc. C'est ça qu'on vous dit. Ok, pardon. Est-ce que c'est clair? Donc on est passé de 5 à 10. Avant, c'était 5 où l'employeur pouvait dire au 6e, non, je ne t'autorise pas à le faire. Aujourd'hui, c'est le 11e. C'est quand il veut. Oui. Après, il y a des délais de convocation, de prévenance, etc., etc. Je ne suis pas rentré dedans parce que sinon, ça devenait un petit peu lourd, mais c'est pour vous dire que jusqu'à 10 jours, un réserviste, sur son temps de travail, peut faire une activité de réserve. Ok ? Les anciens militaires, on parlait tout à l'heure de la réserve opérationnelle de 2e niveau et je vous ai dit que pendant les 5 ans, c'était ta question Alain, pendant les 5 ans suite à leur départ de l'institution, ils sont en disponibilité.
on pouvait, pendant ces 5 ans, les appeler jusqu'à 5 jours. Aujourd'hui, on peut toujours les appeler jusqu'à 5 jours, mais par an. C'est-à-dire que c'est 25 ans. Sans qu'il y ait besoin de décision ministérielle ou du Premier ministre décrétant un état d'urgence, etc., etc. Avant, c'était 5 jours dans les 5 ans pour à but de vérifier leur aptitude, etc., si tout était à jour, etc. Aujourd'hui, c'est pour même faire de l'entraînement et des activités plutôt de vérification, de maintien de compétences. Donc 5 x 5. On est passé de 5 jours potentiels en 5 ans à 5 x 5, 25 jours durant la même période. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, globalement, les rappels de réservistes en RO2, il n'y en avait pas beaucoup. Pour nous, Armée de l'Air, on a commencé à relancer ce genre de choses. Déjà pour s'assurer que les réservistes, dans l'obligation de se signaler pour dire où ils habitent, etc., d'être joignables, le fassent. Et pour remettre ça un petit peu dans l'esprit de chacun qui quittait l'institution. C'est aussi dans un but de maintenir le lien avec ceux qui s'en vont. Parce que bien souvent, et tu l'as dit, quand ils quittent l'institution, ils sont sur un deuxième emploi, sur un nouvel emploi. Et faire de la réserve n'est pas forcément dans leur tête parce qu'ils n'ont pas cette disponibilité où ils veulent déjà se relancer et faire autre chose. Et donc c'est par le biais de ces petits rappels, c'est aussi de redonner le goût de passer l'entrée base ou l'entrée du régiment, se souvenir que ça existe et pas casser le lien, cet élastique qui peut s'étendre, qui peut se distendre, mais qui ne doit pas rompre. Parce qu'un élastique, quand il casse, vous avez beau faire un nœud, il est vachement moins élastique. Il faut avoir la même image. Et donc c'est garder ce contact. La base aérienne, l'année dernière, a réalisé un exercice de rappel où on a ciblé une population qui avait quitté l'institution il y a 18 mois, de manière à les faire revenir, leur donner envie de revenir sur la base, en partant du principe qu'à 18 mois, on peut penser légitimement qu'ils ont refait leur deuxième vie et qu'ils sont plus enclins à se voir rappeler qu'ils peuvent faire de la réserve. D'accord ? Mais là, c'est aussi dans ces 5 ans, aujourd'hui, c'est pour entretenir potentiellement des compétences et des qualifications, si on avait besoin de remonter en puissance avec ces anciens militaires. C'est aussi une population qui nous intéresse, je vais vous dire en avançant un petit peu, parce que c'est des gens qualifiés, en encadrement intermédiaire, qui sont intéressants. Parce que tout de suite plugables, le cas échéant, s'ils viennent faire de la réserve, par rapport aux citoyens, j'allais dire lambda, qui a besoin d'une formation et d'une acclimatation, accoutumance au milieu militaire, eux, ils sont tout de suite utilisables. Et donc, rappeler qu'ils ont l'obligation, parce que ça existait, cette obligation, elle existait, mais elle était un peu en déliquescence, parce qu'il ne se passe pas grand-chose et que tant mieux. On est plutôt dans un pays où c'est calme, mais de rappeler que, notamment pour ces convocations, ils ont besoin de se maintenir et de nous prévenir. Qui n'est pas forcément dans les mœurs, c'est qu'ils s'oublient bien souvent. Une question encore ? Ouais. Tu parles hors temps de crise, et qu'est-ce qui est prévu d'un point de vue législatif en cas de crise et les différents niveaux ? En cas de crise, les différents niveaux, de toute façon, les choses se durcissent. Et là, c'est plus de la possibilité, c'est de l'injonction. Les 10 jours, c'est 30, etc. etc. Donc, c'est un décret du Premier ministre. C'est un décret du Premier ministre qui va durcir et qui va dire qui va donner le tempo. Et donc les réservistes, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce recensement. Il y a plusieurs réserves, il n'y a pas que dans les armées qu'il y a des réserves. Je reviendrai, il y a les réserves de police, il y a les réserves sanitaires, il y a les réserves, etc. Et donc ça durcit le temps et on peut faire du rappel de manière plus importante. Et sur les gens en disponibilité, ben là au coup de sifflet bref, ils rentrent et ils sont rappelés. D'où pendant les 5 jours, chaque année, pendant 5 ans, de manière à entretenir et savoir aujourd'hui où on les raffecterait, quelles entités rejoindraient. Il y a tout un travail aujourd'hui de remise à plat de ce qu'on appelle la mobilisation. Parce que ça a été oublié. À l'époque du contingent, il y avait de temps en temps des gros raouts où on rappelait les hordes de chevelus qui venaient passer 2 jours en vrac pour faire une période de rappel. Je pense que Les centres de mobilisateurs. Les centres de mobilisateurs, etc. Et puis c'est tombé en désuétude. Et là aujourd'hui, il y a un petit peu de remise à plat de ce genre de choses.
Est-ce que c'était clair sur cette partie où je voulais essayer de vous mettre un petit peu des définitions et qu'est-ce qu'un réserviste pour de manière que les choses soient claires, parce qu'on entend parler de choses et puis il y a eu quelques évolutions ces dernières années. Alors je vais aller sur la garde nationale, parce que la garde nationale est un élément aujourd'hui important et qui va être important d'autant plus quand je vais revenir sur les plus en avant à la fin de l'exposé sur les avantages de la réserve, notamment côté entreprise. La garde nationale a été créée en octobre 2016, hein, c'est post-attentat de la région parisienne. La garde nationale, c'est une entité supra-réserve qui rassemble en son sein les réserves des armées, celles que je viens d'évoquer, les réserves de la gendarmerie et les réserves de la police. L'année dernière, c'était 80 000 personnes. Les réserves, 77 000, 80 000. L'année dernière, 80 000. Moite-moite. Moitié mine-arme, moitié minate. Ok. Le but, c'est de favoriser cette cohésion dont je parlais tout à l'heure, développer l'esprit de résilience, c'est surtout accroître la participation de la réserve et donc favoriser cette montée en puissance. Et puis de faire connaître. Donc vous voyez, c'est très différent. C'est pour ça que je vous ai marqué que c'est une garde nationale à la française. C'est pas une garde nationale à l'américaine. Garde nationale à l'américaine, c'est des régiments, c'est des bases aériennes, c'est des entités prêtes à bondir le cas échéant. Rappelez-vous quand il y a eu l'attaque entre guillemets sur le Pentagone, où c'est la garde nationale qui a été déployée, rappelée et qui est venue protéger. C'est pas ça. La garde nationale, elle ne dirige pas les réserves. Elle les met en avant, elle les met à l'honneur, elle favorise ce lien, etc. Mais elle n'a pas de lien hiérarchique direct avec les réserves. Ce sont les différentes armées, ou la gendarmerie ou la police, qui commandent leurs réserves, pour parler simplement. C'est un organe fédérateur. C'est un organe fédérateur pour inciter à faire de la réserve. Et elle incite comment? Au travers de partenariats. J'y viendrai tout à l'heure, c'est la signature de conventions avec les entreprises, mais pas que les entreprises, les institutions, les universités, les écoles, etc. Favoriser l'esprit de réserve au sein de ces différentes entités. Et donc, on verra, forcément, pour favoriser, il faut aussi donner des avantages et des gages. Ok? Tout ça parce que je vous ai dit tout à l'heure que les employeurs ont l'obligation, entre guillemets, de lâcher 10 jours, jusqu'à 10 jours par an, leurs collaborateurs qui font de la réserve. C'est non opposable. Jusqu'à 10 jours. Et donc, on peut signer des conventions pour améliorer, avoir des avantages à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le réserviste, et j'y viendrai après. Aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments, il y a plus de 1000, on est entre 1100 et 1200 conventions qui existent de la garde nationale avec des entités françaises qui sont là pour susciter les vocations. Et dans ces entreprises qui signent, je prends l'entreprise, mais dans ces entités qui signent, c'est aussi parce qu'il y a un but de favoriser la réserve en leur sein. D'accord? Ça permet de réduire, on verra, les préavis, etc., etc. On est aujourd'hui en train de travailler, nous, avec la garde nationale, pour essayer d'aller favoriser des secteurs d'activité qui nous sont intéressants. Parce qu'on a des métiers ou des spécialités en tension, parce que c'est intéressant, parce qu'on a des besoins. Et donc d'essayer de cibler avec eux, pour l'armée de l'air, pour l'armée de terre, pour la marine, pour le service de santé, qu'est-ce qui serait intéressant, là, d'aller prêcher, porter la bonne parole, de manière qu'on ait un peu plus de réservistes dans ces domaines-là. On est en train de travailler, par exemple, nous, sur le domaine des contrôleurs aériens, avec la DGAC ou l'ENAC, vous voyez, ces deux entités, pour favoriser l'activité de réserve au sein de leurs contrôleurs aériens civils. Sur des métiers intéressants, avec une proximité technique, même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais donc professionnellement, une adaptabilité un peu plus simplifiée que de former un contrôleur réserviste de A jusqu'à Z,
où on a déjà du mal à en former un d'active, avec une formation qui est longue, coûteuse, et sur des gens à 100%. Donc voilà, sur cette bascule. Les discussions, la DGAC est aussi intéressée. Parce que parfois, ces contrôleurs, sur des petits aéroports, ils n'ont pas une employabilité complète. Et c'est peut-être intéressant qu'ils viennent travailler avec nous pour renforcer à la fois leurs compétences et leur manière de faire. Donc vous voyez, c'est trouver en fait, au travers de ces conventions, c'est du gagnant-gagnant. Je vous ai dit, on était à 80 000, 50-50. En fin d'année, voilà, au mois d'août, les armées, c'était un peu plus de 42 000 réservistes. On sera sur 44 000 environ, 45 000, toutes armées confondues en fin d'année. On est donc dans un plan de montée en puissance. Je vous ai dit doublement, doublement à l'horizon 2030. Par rapport à 2023, on est sur un doublement de 2030. Et un réserviste pour 2 actives en 2035. C'est ça le plan. Globalement, c'est 110 000 réservistes, 110 000 réservistes du MINARM, du ministère des Armées, en 2035. Alors, puisque je suis un aviateur, je vais vous parler un peu plus focus sur la réserve dans l'armée de l'air. Déjà, vous pouvez voir au travers de ce qui est mis là, c'est qu'on avait des réservistes qui étaient déployés pendant les JOP. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, au quotidien, on a des réservistes qui nous protègent, qui font partie des différents éléments de protection de l'armée de l'air. L'armée de l'air sur le territoire français. La posture permanente de sûreté, la dissuasion nucléaire, il y a les réservistes tous les jours qui sont intégrés au sein des forces actives et qui participent à tenir le contrat. Anciens militaires ou pas, ou jeunes qui sont rentrés post-17 ans et qui ont fait une formation et qui sont là. On le soupçonne pas, mais il y en a. Alors, si je vous fais un focus au 30 septembre, il n'y a pas longtemps, de l'armée de l'air, de la réserve de l'armée de l'air. On est sans les gendarmes de l'air, mais avec les gendarmes de l'air, vous verrez la diapo, on est à 6000. Je fais simple, on est à 6000. On a un taux de féminisation qui est équivalent à celui de l'actif. Peu ou prou à la virgule près. Moyenne d'âge 43 ans. Donc on voit qu'on a quand même là, on a une moyenne d'âge un peu supérieure à l'active. C'est parce que... Pourquoi ? Parce que les 2 tiers des effectifs de réservistes de l'armée de l'air sont constitués d'anciens. C'est ça qui fait qu'on a un vieillissement et qu'on a aussi besoin d'aller chercher les plus jeunes et de faire cet effort sur les plus jeunes parce que c'est bien souvent les anciens. Alors, ça s'explique dans l'histoire. Pourquoi c'est d'anciens militaires d'actifs ? C'est la technicité de l'armée de l'air, etc. qui faisait que c'est plus facile d'avoir des anciens que des jeunes sur des missions qui sont compliquées. Je reprends mon exemple de contrôleur aérien, faire réserviste. Alors, je vous explique qu'on va chercher la DGAC. Mais c'est plus facile aujourd'hui d'avoir un réserviste qui est un ancien contrôleur aérien militaire qui a quitté et qui revient faire de la réserve. Je vous donne cet exemple. Il est simple, mais c'est la même chose sur les pilotes de chasse, etc., etc. Métier souvent très technique. Voilà. Dans l'armée américaine et la réserve américaine, vous avez des pilotes de chasse qui sont des réservistes à initio et qui ont été formés. On n'a pas les mêmes moyens. Ils ont une armée de l'air de réserve qui est le double de la nôtre d'active. Donc on ne peut pas comparer. La réserve opérationnelle de 2e niveau, vous vous rappelez qui sont les anciens militaires de l'armée de l'air qui ont quitté dans les 5 ans, les 5 ans glissants. Aujourd'hui, on en a 10 000. On va calculer à peu près, ça fait 2000 et quelques départs par an. Non, ça fait un peu plus, parce que dedans, il y en a qui font de la réserve, et puis il y en a qui nous quittent avec des inaptitudes, etc., et qui sont plus dans le bain. Mais globalement, on a un réservoir de RO2, ce que je vous disais, de réserviste opérationnel, de 10 000 personnes, donc 5 jours par an, ça fait potentiellement 50 000 jours de réservistes rappelables à l'année, aujourd'hui, sans état d'urgence, sans décision du Premier ministre pour vous montrer le vivier potentiel
il existe. Alors je vous ai dit, doublement de la réserve, l'armée de l'air, elle a un plan. Elle a un beau plan. C'est se doter d'une réserve stratégique, formée, entraînée, intégrée. C'est-à-dire faire un peu plus que ce qu'on avait jusqu'à présent de réservistes qui sont déjà consommés. Qui sont déjà consommés dans le quotidien. C'est-à-dire de mettre à disposition, que le commandement de base puisse avoir à disposition des gens rappelables pour dire il y a une crise sur le territoire, monsieur le préfet, moi j'ai des éléments qui peuvent venir vous aider. J'ai des gens rappelables, mobilisables, ils sont prêts, ils sont entraînés, ils savent faire ci, ils savent faire là, et ils peuvent faire du territorial, de la protection, ou autre chose. Demain, quand je parle de crise, c'est pas une tempête, c'est une tempête, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, il faut pouvoir monter des tentes, voilà. C'est tout ce genre de choses. La réserve, il faut le voir dans tout ce genre de choses, c'est une capacité supplémentaire. Et nous, on a dit qu'en plus, nos réservistes, on leur fait une grande confiance, ils sont techniques. Et bien demain, on sera capable de monter une base aérienne de réserve. C'est-à-dire de déployer une base aérienne tenue par des réservistes. Sur le support au sens large. Support au sens large d'une base aérienne. De campagne. Je vais faire simple avec des mots simples. Mais pourquoi pas demain mettre aussi des unités qui sont des unités avec des unités opérationnelles avec des réservistes. Et dans notre réserve territoriale, celle dont je parlais du commandement de base, ce sont des escadrons de réserve sur chaque base aérienne, l'équivalent d'une compagnie, 100-120 personnes. Sur les petites bases aériennes en métropole, une section, une trentaine de personnes mises à disposition. Et sur certaines bases, des escadrilles aériennes de réserve. C'est-à-dire des unités avec des avions, et des conventions avec des aéroclubs, etc., où il n'y a que des réservistes. Et ça existe déjà. Ils participent à l'entraînement des forces. Entraîner la police du ciel à venir intercepter un avion de tourisme, faire de la défense opérationnelle du territoire. Vous parliez de la centrale de Chinon, là aussi c'est des avions avec des réservistes à bord. Et demain des observateurs aériens qui peuvent être des petits jeunes qui vont venir s'engager à 18 ans dans la réserve, faire leur formation militaire initiale et pouvoir être sur des fonctions de surveillance aérienne, etc. Donc on fait monter en puissance ces capacités-là, de manière à répondre aux besoins de protection. Et la réserve d'expertise, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, au travers des exemples de réservistes spécialistes, ceux qu'on peut tout de suite attraper par le col, les mettre sur une chaise et venir bosser avec nous en direct parce qu'ils nous amènent des compétences et de l'expertise. On a parlé du cyber, mais il n'y a pas que. Chaîne de contrôle, la chaîne espace, etc., etc. Il y a au travers tout ça des besoins et c'est intéressant de pouvoir avoir ce renfort de compétences. J'ai une question. Ouais. Vous parlez donc de missions quand même qui sont sensibles. Oui. Et vous avez parlé en début de casier judiciaire, mais habilitation. Je suppose Alors, je vais aller qu'il y a plus quand loin. même. Alors je vous ai dit casier judiciaire parce que c'est des choses qui parlent simplement, c'est de l'habilitation. De toute façon, tout le monde, à partir du moment où il porte un uniforme, il y a une habilitation. Il faut passer deux caps, comme je vous disais, c'est le cap de la visite médicale et le cap de l'habilitation. Donc voilà, c'est surveillé. Après, ça dépend du poste, le degré d'habilitation. Mais comme pour l'active, il est plus ou moins verrouillé à un certain niveau. Donc l'objectif pour 2030 de doublement, c'est 12 000. C'est 12 000 réservistes aviateurs. Et donc pour ça, c'est la mise en place de parcours rénovés pour fidéliser nos réservistes, pour aller chercher ceux qui sont dans la RO2 dont je vous parlais tout à l'heure en disponibilité. C'est cette animation de cette RO2, c'est le rapprochement de l'active et de la réserve, l'intégration. C'est aussi la porosité d'emploi. C'est pas parce que je suis là que je fais partie de la réserve de combat. Je suis dans les unités de ProDef, je suis un pilote de chasse réserviste, je suis dans un escadron de chasse, je fais de la réserve de combat, mais demain je peux aller faire, parce que je suis affecté en état-major ou je fais un autre poste, je peux faire un peu de réserve d'expertise. Vous voyez, ce genre de choses, comme on vous l'a mis là, c'est pour eux. Je suis un jeune, je fais une formation militaire initiale de réserviste, je suis d'abord en réserve territoriale, je progresse, je fais ma réserve, je fais mes journées de réserve, et puis en même temps je fais mes études, j'arrive à un certain niveau, et puis je peux être intéressant parce qu'on va le faire progresser en grade, et puis on va aller l'employer, etc., etc.
il y a tous ces parcours et cette porosité. On ne rentre pas dans un gabarit et puis coucher, pas bouger. Non. Le but, c'est aussi d'être intéressant. Et puis parce qu'un réserviste, sa disponibilité est peut-être importante au début, 2-3 années un peu moins, donc on va jouer, ce que je vous disais tout à l'heure, on va jouer avec ce genre de choses, des postes, etc. Puis des aspirations. On a envie de faire ci, on a envie de faire là. On peut amener ci. Vous êtes un spécialiste et puis vous avez peut-être envie de venir faire de la réserve, mais sortir du boulot d'habitude, habituel. Et dire, ben non, moi je veux pas faire de la réserve pour ce que je fais toute la semaine. Je veux faire autre chose. Je vais faire du militaire pur, voilà. Et ben, c'est ce genre de choses. Puis au bout d'un certain temps, du militaire pur, dire, ben voilà, j'aspire à revenir sur le segment sur lequel je me sens plus à l'aise, etc. Ça veut dire que, intellectuellement, c'est une révolution. Dire, le doublement en soi, c'est mathématique. Mais en fait, ça va plus loin dans l'approche de l'utilisation de la réserve, de son intégration. Qu'un simple doublement, qu'une simple multiplication. C'est aussi une approche d'organisation complètement différente. Parce qu'aujourd'hui, la réserve territoriale dans l'armée de l'air, enfin pas aujourd'hui, mais hier, on n'en avait pas, ou très peu. Donc on crée ça de manière avancée. Et donc, imaginez qu'on puisse monter une base aérienne de réservistes. Ça veut dire que pour pouvoir armer cette base aérienne, il faut qu'on ait créé des compétences à ces réservistes pour pouvoir tenir cette base aérienne. Ça veut dire qu'au quotidien, sur la base aérienne, c'est des réservistes qui viennent, qui travaillent dans les différents services de la base aérienne pour pouvoir, le cas échéant, dans ce vivier, être projetés pour monter cette base aérienne de réserve. Aujourd'hui, une base aérienne projetée en Afrique, elle est armée par des aviateurs professionnels, cadres d'actifs, mais qui travaillent sur les différentes bases. Et donc on pioche sur les bases pour aller faire une base aérienne en opération. Là, c'est le même esprit, mais avec des réservistes. Donc ça veut dire qu'il faut travailler la compétence avant, avoir un vivier pour pouvoir, le cas échéant, monter cette base aérienne. Donc il y a tout un plan pour l'armée demain, au travers d'exercices pour la rôder, etc., etc. Mais c'est une belle marque de confiance de dire, demain on peut créer des missions intéressantes pour des réservistes que l'on va faire progresser en compétences, en commandement, en grade, etc., pour pouvoir armer cette structure. Je pense que c'est un enjeu et c'est un but qui est valorisant. Les effectifs aujourd'hui, je ne vous cache rien. Je vous disais avec la gendarmerie, tout à l'heure je vous disais presque 6000, voilà. Au 30 septembre, on était à 6100. On a un but de fin d'année à 6500. On construit notre montée en puissance. À la fois de recrutement de jeunes, qu'on a fait pendant les vacances scolaires, etc., puisque c'est plus facile pour leurs agendas, mais aussi des réservistes de tout niveau, compétences, etc., pour les intégrer. Aujourd'hui, pour dynamiser, on est en train de faire évoluer nos catalogues de formation. Les jeunes, on sait qu'ils peuvent venir en formation plus facilement sur les vacances scolaires. Les moins jeunes, quand ils ont une famille, un emploi, c'est de se dire, on est en train de monter des programmes de segmentation de la formation et dire ça sera un week-end par mois pendant 6 mois, et puis une semaine de regroupement pour mettre en, etc., etc. Mais s'adapter aux différents profils qui peuvent nous rejoindre. Et donc être assez ouvert sur les possibilités et dynamiser au travers des bases aériennes ces formations-là. Il y a un SI spécifique pour la réserve qui s'appelle ROC. Si tout à l'heure dans Google vous tapez réserve, vous allez arriver sur ce site-là, réserviste opérationnel connecté. C'est une révolution dans les armées, il est en place depuis quelques années, mais là forcément il monte en puissance, il s'améliore et tout. C'est qu'il est à la fois sur Intradef c'est le réseau interne, mais aussi sur Internet. L'intérêt, les réservistes, ils ne sont pas sur la base aérienne, ils sont chez eux, en temps normal. Et donc de pouvoir communiquer, et c'est à travers ce SI qu'ils peuvent donner leur disponibilité, répondre aux convocations, etc., etc. Et c'est ce SI qui nous permet après de procéder à la rémunération.
Ils sont venus faire une journée ou une semaine. Le commandant d'unité atteste le service fait, puisque vous savez, on paye au service fait. Et après, ça vient impacter les autres SIRH des armées, etc. etc. C'est donc une fenêtre sur l'extérieur hyper intéressante, parce que entrée-sortie. Je vous ai mis juste comment ça peut... c'est pour ça que je vous ai demandé si vous faisiez de la réserve, mais pour quelqu'un qui fait de la réserve, ben voilà, c'est la page qu'il a sur son compte où il peut voir, il a ses données personnelles qu'il peut mettre à jour, changer, etc. Ses activités, les contrats, et on travaille un maximum avec des gens en distanciel, puisqu'ils ne sont pas tout le temps sur la base aérienne. Et on le fait évoluer, on le fait monter en gamme pour une gestion des compétences. Moi, je suis intéressé pour les réservistes qui sont déjà dans l'armée de l'air. Quelles compétences civiles au travers d'un deuxième emploi ou au travers de leur emploi ils peuvent avoir. J'ai eu un moment, on était dans le cadre du recrutement, les problématiques du permis. On a des spécialités, on a besoin de gens qui ont le permis, et aujourd'hui les jeunes ils n'ont pas forcément le permis. Et donc c'est de se dire, pour compenser ça, est-ce qu'on peut prendre des jeunes qui ne l'ont pas et leur faire passer le permis? Et donc je suis allé regarder si dans nos réservistes, j'ai pas de moniteur auto-école militaire dans l'armée de l'air. Mais j'ai peut-être des réservistes qui étaient mécano-avions, etc., qui sont mécano-avions mais qui sont dans le civil et qui se sont reconvertis comme moniteurs auto-école. Et peut-être de les recenser au travers de ça et de leur dire je vois que vous êtes moniteur auto-école, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire de la réserve en tant que tel? Vous voyez, c'est ce genre de compétences qu'il est aussi intéressant d'aller chercher. Les choses qu'on n'a pas, on n'a pas ce genre de choses, mais que des réservistes peuvent nous apporter. Parce que ponctuellement, ces besoins-là, c'est pas pour une personne à temps plein, mais sur du temps partiel. Un réserviste, un militaire à temps partiel, peut nous amener. Donc on est en train de d'améliorer ce SIRH qui est la fenêtre sur la réserve. Et si demain vous y allez, vous vous rappelez la première image que je vous ai montrée, je vous ai dit c'est le compte ROC. Ben ça c'est après à l'intérieur de ROC. En 2025, ici à Tours, on organise un moment fort. Les délégués aux réserves des différentes armées de l'air européennes et même hors Europe, on se rencontre tous les ans lors d'un symposium. C'était à Londres il y a 15 jours, c'était en Australie, à Brisbane, il y a 1 an, et c'était à Miami il y a 2 ans. Et en 2025, c'est nous qui accueillons et ça sera à Tours. Et donc c'est une cinquantaine de personnes de haut niveau, alors pour vous donner des nationalités, américaines, australiennes, canadiennes, hollandaises, danoises, suisses, allemandes, etc., etc. Et le symposium aura lieu ici sur Tours. C'est 4 jours. C'est du travail en commun, parce qu'on partage les mêmes problèmes, et puis c'est aussi l'occasion de faire un petit peu de culturel, parce que pour certaines nations, alors par habitude on dit les épouses, on va dire les conjoints accompagnent, et donc on fera découvrir quelques spécialités tourangelles, châteaux prévus, visite de base, Orléans, etc., etc. C'est important pour vous signaler que voilà, la sphère réserve, elle est aussi de haut niveau et elle est internationale. Et là, c'est les armées de l'air, ça permet de partager pas mal de préoccupations ou de recherche de solutions, ou de pouvoir discuter et pouvoir échanger sur le sujet. Le thème majeur de ces réunions et des travaux qui auront lieu, c'est la formation des réservistes. Alors, dernière partie, est-ce que j'étais clair jusque-là? Je ne vous ai pas encore trop endormi, ça va? Quels sont les avantages à devenir réserviste? Alors, au travers de ce que j'ai pu expliquer jusqu'à présent, je pense que compétences complémentaires, formation et expérience, je pense que vous l'aviez saisi au travers de ce que je partageais avec vous. La rémunération, puisque à part les réservistes citoyens que j'ai évoqués tout à l'heure, mais les réservistes opérationnels sont rémunérés à la journée. Et il y a aussi des mesures d'attractivité. Et je vais en parler. Ce qui est important, les réservistes disposent des mêmes droits et devoirs que tout autre militaire de leur période d'activité de réserve.
quand ils sont convoqués, ils sont militaires à part entière. Les militaires à temps partiel, et pendant le temps de convocation, ils sont militaires. Moi, je suis un militaire à temps complet et les militaires à temps partiel, et ils bénéficient des mêmes protections. C'est important. Vous pourrez le voir, je vous ai mis c'était un reportage qui a été fait sur Air Actualité, qui est le journal de l'armée de l'air et de l'espace, avec quelques exemples de réservistes, et vous pourrez le lire dans la présentation. Vous voyez, un réserviste spécialiste, je vous ai parlé tout à l'heure, qui est rentré comme technicien, c'est un technicien aéronautique et il a pu faire des choses comme ça. Le capitaine en dessous, c'est un ancien, pas de l'armée de l'air, mais du contingent, qui est pilote de ligne et qui vient dans les escadrilles aériennes dont je parlais tout à l'heure, et qui vient voler, faire participer à l'entraînement et faire la défense opérationnelle du territoire. L'aspirant, vous voyez, il est rentré à 17 ans, il a fait une formation militaire initiale du réserviste, et puis il a progressé, et il est devenu officier, et il œuvre sur la base aérienne. Et enfin, la jeune fille en bas, une étudiante, et elle vient de rentrer, et continue, etc. C'est juste pour vous montrer que, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout le profil. Il y a vraiment tout le profil. Et c'est que 4 exemples. Alors, s'il y avait des jeunes, on va le dire, de faire de la réserve, parce que faire de la réserve peut t'aider à payer tes études. Ça paye la retraite aussi ou pas? Ah non, c'est ça. C'est ce que je cherchais, moi. Parce qu'un réserviste étudiant peut bénéficier d'aide jusqu'à 1 200 € par an. Après, il faut qu'il ait moins de 25 ans, qu'il fasse un minimum de 37 jours d'activité par an, etc. Mais il y a cette possibilité. Ça existe. Ça peut aider à valider ton année. Suivant les accords avec certaines formations universitaires, etc., il y a des crédits ECTS qui sont donnés parce qu'il est réserviste. C'est intéressant. C'est intéressant. La même chose que pour les études, sous condition, il y a une aide au permis, au financement du permis. Et enfin, aménagement du temps les emplois du temps, les étudiants peuvent bénéficier d'aménagement parce qu'ils font de la réserve. C'est pas forcément connu, mais voilà. Pas anodin. Quand on regarde, c'est des choses qui peuvent être très aidantes. T'aides à payer tes études, je veux dire, si en plus je fais de l'activité de réserve et que je suis rémunéré, ben voilà, ça fait un petit job de complément intéressant. Les entreprises qui signent des conventions avec la garde nationale vont bénéficier aussi d'avantages. Elles vont avoir des avantages parce qu'elles vont avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'on va les obliger à être un peu plus généreuses avec les réservistes. Vous vous rappelez, 10 jours max. Donc là, ils vont s'engager à en faire un peu plus. On va y venir, on va faire un peu plus. Mais surtout, elles montrent l'exemple. Elles montrent l'exemple et elles incitent à l'intérieur. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a une petite enquête qui montre que les collaborateurs qui font de la réserve, ils sont bien mieux impliqués et ça génère un accroissement des performances. C'est-à-dire que c'est un gagnant-gagnant. L'absentéisme lié à la réserve est finalement largement compensé. Alors vous allez me dire, en général, vous prêchez pour votre paroisse. Mais ça a été mesuré. Alors, on va y voir, vous pourrez le lire, et je vais aller directement sur les choses plus visibles. Déduction fiscale, parce que les entreprises qui signent une convention, elles vont dire, je dépasse les 10 jours. Je dépasse les 10 jours, sinon il n'y a pas de convention. Je dépasse les 10 jours. Sur ces 10 jours, elles vont s'engager à compenser le salaire, parce qu'elle peut dire, je lui donne 30 jours, mais ces 30 jours, pendant ça, il n'est pas payé par l'entreprise, il n'a que sa solde de réserve. Et puis de dire, je vais compenser tout ou partie du salaire et lui laisser. Certaines entreprises vont laisser en disant, je passe de 10 à 20 jours et je laisse le salaire, même les 20 jours de réserve, je lui laisse le salaire de l'entreprise. Ben, sur ces salaires-là, elle va bénéficier de réduction d'impôts, etc., etc. Vous lirez les montants. Bon, après, c'est technique, 5 pour 1000, etc., etc. Ça c'est bien, ça. Ça, c'est recherché, ça. Critères RSE supplémentaires.
Mais voilà, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Surtout aujourd'hui où tout est regardé, et notamment cette partie-là. Tout ce qui va être financement. Aussi pour la jeunesse, c'est-à-dire pour les embauches de l'entreprise au travers des jeunes, est-ce que mon entreprise génère du sens? Est-ce que mon entreprise est intégrée? Est-ce que mon entreprise... etc. C'est des choses qui sont regardées. Je vous parlais d'enquête. C'est Goodwill. Vous pourrez regarder sur Internet, etc. On dit que les valeurs acquises dans le cadre de la réserve par les employés de l'entreprise étaient bonifiants. Parce que ça génère un esprit commun au sein de l'entreprise qui est bénéfique. Une cohésion. Une cohésion. Merci Stéphane. Une cohésion, ça génère aussi des compétences de résistance et de résilience. Parce qu'on a appris à se mettre dans des situations un peu difficiles, sortir de sa zone de confort, etc. Donc c'est du gagnant-gagnant. On est le 10 octobre, mais à partir du 12, c'est le mois, alors on appelle ça la journée nationale des réservistes. La journée nationale des réservistes, c'est un petit mois. Ça finira le 12 novembre et ça commence le 12 octobre avec des activités et des opérations de rayonnement un peu partout. Et ça finit à Paris, etc. Les deux sites que je vous ai mis en ligne, c'est ROC, je vous en ai parlé, si vous voulez aller regarder. Et c'est deveniraviateur.fr, c'est le site de l'armée de l'air, plutôt du recrutement, mais qui a aussi les pages réserves, puisqu'il traite de tous les recrutements, qu'ils soient d'actifs, de réserve, et puis les actions jeunesse, etc. Et ça permet de toute façon de rebondir entre ROC et devenir aviateur. On a fait un gros travail il y a 2 ans avec l'ensemble des armées, de manière à tous les sites qui parlaient de la réserve, qui n'étaient forcément pas à jour, parce que plus on les multiplie et plus les choses sont pas mal faites, fasse que, 1, ça renvoie sur cela, et de 2, qui jouent entre les deux, et que les autres sites qui parlent de réserve soient des liens pour être mis à jour, pour que tout soit toujours en permanence à jour. Et normalement, si vous tapez réserve, vous arriverez sur ROC. Voilà, est-ce que j'ai été clair? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment d'aller dans parfois des petits détails, des questions que vous pouvez vous poser par rapport à vos cas personnels. Mais je ne peux que vous inciter, si vous avez envie d'en faire, non, et au-delà de la présenter, si vous avez envie de faire de la réserve, à y aller. Je vous ai dit, la disponibilité, c'est des choses qui s'organisent, c'est des choses qui se discutent, et on ne vous demandera pas, tous et toutes, d'être disponibles 60 jours dans l'année. C'est ça le papier qu'on a signé. En rentrant. Ah, c'est ça qu'on a signé. En fait, en arrivant, on a déjà donné. Après, on va vous faire passer la visite médicale. Ah, Je ferai quoi à tous ces Alors, vous n'êtes pas venus pour rien. Regardez. Comme je suis un aviateur. Vous savez ce que c'est? Non. Non, je sais pas. Vous voyez là, c'est un goodies qui va être un porte-clés. Ah oui, d'accord, mais ça se colle pas, ça? Il va falloir beaucoup lécher. Ça s'appelle une flamme. À l'origine, c'est plus gros et c'est rouge. Et ce sont les sécurités sur les avions. Et quand le mécano avec son pilote il fait le tour de l'avion, il enlève les flammes. Parce qu'il enlève les sécurités. Sur un avion de chasse, par exemple, il y a le siège éjectable, le canon, il y a les missiles, etc. Ils font le tour, et puis après, il y a la dernière qui l'enlève. Vous avez déjà vu Top Gun, il montre, etc. On en a fait des objets de communication, on les a réduits, parce que sinon la flamme elle était longue comme ça, parce qu'il faut qu'elle soit vue, elle était rouge et puis plutôt sur quelque chose de vinyle pour résister aux intempéries. Mais voilà, c'est ça. Donc là, vous allez avoir la flamme de la réserve de l'armée de l'air. C'est pas La flamme au front comme au figuré. Oui, ce que je vous ai dit, c'est valable pour toutes les armées. Sur la gendarmerie, c'est aussi les règles de base, même si c'est mineur, sont assez similaires. Ils ont un avantage sur nous, on ne va rien se cacher, ils ont un avantage sur nous, c'est leur répartition territoriale. Parce qu'il y a toujours une gendarmerie proche de chez soi, et donc celui qui veut faire de la réserve dans la gendarmerie, il a une certaine proximité, et ça les arrange, parce qu'ils n'ont pas comme ça, ils ne logent pas. Mais sinon, ce que je vais expliquer, c'est valable pour toutes les armées et pour tous. Et si vous allez sur ROC,
Il y a après armée de terre, marine, armée de l'air, service de santé, etc. Et on peut aller. Les réserves etc. sont construites de la même façon. En revanche, par armée, les objectifs sont différents dans le cas de la montée en puissance. Et puis les métiers sont forcément différents selon les armées, etc. Mais l'esprit est le même. L'esprit est le même. La police a une réserve qui est essentiellement aujourd'hui faite d'anciens policiers. Mais ils essayent aussi de générer un apport d'ab initio. Alors ils fonctionnent un petit peu différemment parce qu'ils font d'abord tous un stage de formation pour voir s'ils sont aptes à tenir une arme, etc. Puis après, en fonction de ça, ceux qui sont retenus basculent sur un contrat de réserve. Les douanes ont une réserve, sont en train de monter en puissance et ils sont intéressés pour entrer dans la garde nationale. Et puis après, je vous ai dit la réserve sanitaire, etc. La garde nationale, la garde nationale reste sur une réserve qui porte, pour faire simple, une réserve armée. Même si tous les réservistes ne sont pas armés comme nous d'actifs en permanence, mais c'est l'esprit qui font. Et ça veut dire qu'il faut, un médecin militaire réservé, un médecin réserviste du service de santé, il est peut-être aussi réserve de la réserve sanitaire. Et donc si demain il est appelé, ça ne fait pas deux personnes, c'est la même. Donc à un moment, il va d'un côté ou il va de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut bien recenser, repérer, répertorier les différentes réserves de manière à être sûr de ce qu'on peut mettre en œuvre. Voilà. Je vous engage dans le couloir après.